Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux. Êtes-vous heureux au travail? Bien souvent, la réponse c'est non. Le malaise est perceptible dans la quasi-totalité des activités professionnelles en Algérie. Les employés se sentent souvent très peu concernés par les objectifs que trace leur employeur. Ils sont rarement valorisés pour les efforts qu'ils déploient et dans beaucoup de cas finissent par subir un stress permanent et même des situations de harcèlement moral au quotidien. Ce soir, nous allons tenter de vous expliquer avec nos invités, bien sûr, en quoi une bonne gestion de la ressource humaine est capable de rendre les employés plus motivés, plus sereins, plus engagés dans les missions de leurs entreprises et au final se sentir mieux, car c'est ce que nous cherchons tous. Pour parler de ce débat, nous avons invité des experts, des formateurs, des gens concernés par le sujet de management de la ressource humaine. Commençant par vous, Monsieur Mohamed Bachir Al-Moqran, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes formateur en ressources humaines. À vos côtés, nous avons Monsieur Ammar Cherfi, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur ce plateau, Monsieur Cherfi. Vous êtes formateur en management des ressources humaines. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Abdelrahim Oulbsir, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez une longue expérience en tant que directeur des ressources humaines. Actuellement, vous occupez le poste de DRH au niveau de la banque ABC. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Voici donc pour le thème, le mal-être au travail, est-ce une fatalité? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette semaine, il y a eu une actualité en relation avec la ressource humaine, puisque un programme initié par un institut américain qui s'appelle le Best Companies Group USA, un programme qui dure, c'est la troisième année consécutive que ce programme est mené en Algérie, et il vise à certifier des compagnies qui appliquent les meilleurs critères et conditions de travail. Cette année, le meilleur employeur en Algérie a été certifié, identifié par ce programme, et la cérémonie de remise des trophées a été organisée en début de semaine à Alger. Nawal Abada y était. Je vous propose de voir de plus près quels sont ces place to be ou place to have a work, donc les entreprises qui emploient le mieux, et on revient tout de suite après. C'est pas rien, c'est pour vous dire que la barre est haute. Elles ont été reconnues meilleures employeurs en Algérie. Ce sont des multinationales où le bien-être de la ressource humaine se place en pole position. C'est les ressources humaines, c'est une place primordiale dans notre organisation. Elle est basée bien sûr sur nos valeurs. Donc on essaie de donner un environnement beaucoup plus favorable pour le travail, pour l'accomplissement de leurs tâches, bien sûr. On essaie de donner tous les outils possibles pour faciliter leur travail. Donc il y a un certain épanouissement de manière très très agréable. Je pense que c'est un élément très important pour la productivité, pour le bien-être. Maintenant, la rémunération n'est plus le seul critère d'évaluation ou de choix pour un employé pour rejoindre une entreprise. L'environnement de travail, l'accès à la formation, aux promotions, à l'évolution de carrière est un critère tout aussi important que la rémunération. L'impact d'un environnement où il fait bon de travailler est direct et immédiat sur le rendement. Réellement, la rémunération, c'est pas tout. C'est l'ambiance, c'est l'environnement de travail, c'est le respect de la hiérarchie, c'est le climat de travail, la formation et les ambitions, en fait, surtout une visibilité à long terme, en fait, qui est plus important. Venir travailler en fait le matin, c'est bien, mais être beaucoup plus motivé, être beaucoup plus engagé, c'est encore mieux. Il y a une corrélation et une relation directe entre le niveau d'engagement des collaborateurs et la performance financière des entreprises. Contrôler ses collaborateurs, passer du temps à pouvoir les aiguiller, les contenir dans un cadre, coûte beaucoup d'énergie à l'entreprise et beaucoup de perdition d'énergie. Or, aujourd'hui, les entreprises qui excellent arrivent à canaliser ces énergies-là, à faire en sorte de pouvoir qu'ils se développent, qu'ils se multiplient pour pouvoir aller plus loin, plus fort et gagner des marchés et s'installer confortablement dans le temps sur le marché. Et afin d'atteindre ces objectifs, l'entreprise déploie tous les moyens. Ce qui a été aussi important, c'est la salle de repos, d'accord, que nous avons fait au niveau du country office et partout dans les stations, au niveau Algérie. C'est ce qu'on appelle la renewal zone, c'est-à-dire où l'employé peut aller se reposer. Il y a un sofa, il y a une télé, il y a une kitchenette, il y a tout ce qu'on a mis en place, tout ce genre de matériel pour que justement l'employé puisse se sentir à l'aise. Autre chose, une salle de prière où l'employé aussi peut, pour ses prières, aller et faire sa prière dans la journée.
Le classement des employeurs performants en matière de gestion des ressources humaines se fait selon plusieurs critères. Nous avons dans ce programme 8 dimensions fondamentales qu'on prend en considération pour pouvoir définir si elle fait partie ou pas des meilleurs employeurs en Algérie. À savoir la politique RH, le leadership du management, les relations entre collègues, les avantages sociaux, le climat social, la qualité et l'excellence, et enfin la rémunération et le package de rémunération dans sa globalité. Au final, c'est tout le monde qui trouve son compte, l'entreprise en tête. Voici donc pour ce programme du meilleur employeur en Algérie. Il faut savoir que c'est un programme qui a drainé moins d'entreprises cette année par rapport à l'année dernière. Seulement 18 entreprises ont répondu, ont accepté en tout cas de se soumettre à cet exercice par rapport à l'année dernière où il y en a eu seulement 22. Alors il faut savoir que la grande majorité de ces entreprises sont des multinationales. Déjà première question, est-ce que vous pensez que c'est un hasard Monsieur Amokran, est-ce que c'est un hasard que l'essentiel de ces entreprises qui ont participé à ce programme sont plus des entreprises multinationales étrangères? Est-ce que c'est un hasard? Je n'en sais rien en réalité, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que peut-être que les multinationales sont plus habituées à ce genre de standards et plus habituées que les entreprises nationales à être évaluées tout le temps, à être auditées, donc ils n'ont pas de mal à s'exposer de cette manière, vu la culture de transparence qui est beaucoup plus présente chez les multinationales que chez les entreprises nationales. Donc elles ont plus de facilité à s'exposer, puisqu'il est question de sondage donc, à donner à l'ensemble des employés et aussi au niveau du directeur des ressources humaines. Donc il doit aussi en quelque sorte dire un petit peu comment il mène la barque sur le plan du management RH. Absolument. Donc, j'ai eu l'occasion de voir à travers le site internet de l'organisation un peu les critères qui sont utilisés. Effectivement, on questionne la ressource humaine et en même temps on questionne également l'encadrement. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que quand on veut dégager une image vers l'extérieur, il faut réussir l'image à l'intérieur. Et quand une entreprise se sent bien, quand l'entreprise estime que les employés sont satisfaits, estime qu'elle fait énormément d'efforts par rapport à la concurrence, donc j'imagine qu'elle n'aura pas de mal à s'exposer et à participer à ce genre de manifestations. Amal Cherfi, votre point de vue sur la prédominance des entreprises multinationales et puis le nombre d'entreprises très peu qui ont accepté en tout cas à participer à ce programme? Bon, ce genre de bureau d'études, effectivement, s'adresse à à des entreprises qui sont ouvertes à la critique. Et nos entreprises, nos administrations, généralement, sont assez fermées. Et pourquoi? Le problème est là. D'abord, ce bureau d'études, est-ce qu'il s'est adressé à nos entreprises publiques, à nos entreprises privées algériennes et à nos administrations? Parce qu'il ne faut pas oublier que nos administrations sont également emploient du personnel et ce personnel peut être également concerné par le mal-être. Il l'est sûrement. Voilà, sûrement. Très bien. Donc, il faut savoir si ce bureau d'études a pris des contacts avec des entreprises publiques ou des administrations pour voir si réellement elles sont aussi fermées qu'on pourrait le penser. Et il se peut qu'il y ait des entreprises publiques qui soient assez ouvertes et qui acceptent, justement, parce que je pense qu'elles ont le même souci de savoir l'état psychologique de leurs travailleurs. Ça peut leur donner, les renseigner en tout cas sur l'état de leur Exactement. employés. Elles aimeraient bien connaître, si vous voulez, le climat social. Oui. Alors, Et justement, on va revenir sur cette question. Faut-il encore le vouloir? Faut-il encore que les managers veuillent savoir ce qui se passe à l'extérieur de leur bureau, c'est-à-dire au niveau de leurs employés, comment est-ce qu'ils se sentent? Je reposerai la même question à vous, Monsieur Oulpsir. Est-ce que vous estimez que c'est représentatif, 18 entreprises, et surtout ce paradigme entre entreprises multinationales, entreprises publiques ou privées algériennes qui sont moins exposées que les multinationales? Est-ce que c'est représentatif? Forcément non.
Ce n'est pas avec 18 entreprises qu'on peut avoir, disons, une image représentative de ce qui se passe sur le marché. Sauf que moi j'ai beaucoup de respect pour ce genre d'initiative parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai que probablement que les entreprises publiques n'ont pas été sollicitées. Mais elles ne sont pas sollicitées très souvent aussi par d'autres cabinets qui font des benchmarks salariaux, qui font autre chose. Pour quelle raison ? Est-ce que, justement, est-ce que c'est juste un préjugé ou est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie? En fait, vous avez dit, M. Cherfi disait que les entreprises publiques, elles ont le même souci de garantir des conditions de travail sereines, saines, au sein de leur entreprise, mais peut-être qu'elles s'y prennent juste différemment. Alors d'un autre côté, la facilité est que ces entreprises privées, internationales, ça fait partie de leur pratique. Et c'est une culture où il n'y a pas trop de résistance à aller s'exposer, aller se faire auditer par l'extérieur, à se benchmarker, se comparer. Et cela fait partie de leur façon de faire et de leur pratique parce que ça rentre un peu dans leur stratégie d'attraction, ça rentre aussi dans leur stratégie de rétention. Ils valorisent des choses qu'ils mettent en place, ils le marketent d'une certaine manière et ça permet un peu de rester concurrentiel sur le marché, d'être bien vu. Donc, si les entreprises publiques ne le font pas encore, peut-être qu'ils seront amenés à le faire, c'est parce que, disons, leurs stratégies de rétention et d'attraction sont différentes. Et leurs priorités aussi, finalement. Forcément. Donc, finalement, ce benchmarking, vous l'avez dit, est-ce que c'est déjà le début d'un processus de changement de l'intérieur? On est d'accord. On ne va pas se benchmarker pour juste dire, voilà, faire un constat, voilà ce que les employés pensent, voilà où on en est sur le plan de la RH, et puis on s'arrête là. C'est que fatalement, il va y avoir une étape après. C'est bien ça, hein, Monsieur Cherfi. Écoutez, le souci pour les entreprises publiques de connaître ou plutôt de fidéliser leurs ressources humaines, il est évident. Cette semaine, j'ai animé un séminaire dans un institut national sur la conservation des ressources humaines. Tous les stagiaires, tous les participants font partie d'entreprises nationales publiques. Si les décideurs qui ont inscrit ces cadres, et pas que des cadres, parmi eux, il y a des responsables de structure. Si ces responsables ont inscrit des gens, c'est qu'ils ont déjà pris conscience de l'importance de conserver la ressource humaine. Et de la former, oui. Et de la former pour ça. Parce qu'ils ont envoyé des chefs de structure le contenu du programme, un des chapitres, c'est comment motiver la ressource humaine pour qu'elle reste et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un indicateur important. D'une volonté. D'une volonté, très bien, d'une volonté de vouloir justement mettre en place des systèmes qui permettent justement de fidéliser la ressource humaine et les restitutions données, les exemples de vie donnés par les participants au cours de ces séminaires prouvent vraiment que de plus en plus de responsables d'entreprises ont ce souci de garder cette ressource humaine parce que, n'oubliez pas une chose, c'est qu'en ce moment, il y a une sorte de courant qui aspire les cadres d'entreprises publiques vers des entreprises privées algériennes, multinationales. Vous parlez bien des cadres, hein. Vous parlez parce que ce n'est pas les employés sont souvent au contraire, voilà, ils préfèrent rester dans le secteur public parce qu'il y a une protection, parce qu'il y a un certain nombre d'avantages, peut-être de confort qu'ils n'auront pas dans les. Oui, je suis plus à l'aise
Je suis plus à l'aise de parler de cadre, effectivement. Oui, oui. Effectivement. Les autres, je ne sais pas. Donc il y a un enjeu au niveau d'entreprise. Alors justement, on va commencer peut-être par le commencement, si vous le permettez. On va parler du recrutement. Déjà, aujourd'hui en Algérie, on le sait, il y a une disproportion totale entre l'offre et la demande d'emploi. Il y a beaucoup plus de demandes d'emploi et il y a une offre d'emploi qui est beaucoup moins importante. Est-ce que déjà, cette différence ne crée pas déjà une tension au départ et elle n'est pas dans le désavantage de l'employé? Cette différence, Monsieur Amran? Certainement, s'il y a plus de demandes que d'offres, dans l'absolu, on peut dire que les entreprises ont plus de pouvoir pour imposer leur dictat et leur manière de voir les choses par rapport au recrutement. Mais dans les situations où il y a de la concurrence, où il y a des possibilités, eh bien, les entreprises vont se faire concurrence à travers le marketing RH, à travers l'employer branding, la marque d'employeur, afin d'attirer les meilleurs. Donc la concurrence est très rude pour attirer les meilleurs employés. J'ai oublié votre question. En fait, la différence entre l'offre et la demande d'emploi fait qu'aujourd'hui, l'employé, lorsqu'il est recruté, à la limite, on peut très bien s'en passer, puisque voilà, si ça se passe mal, eh ben, on peut toujours le mettre dehors et en prendre un à la place. Et c'est quelque chose qui est décrit par beaucoup d'employés. Aujourd'hui, ils se sentent dans une situation fragile. Exact. Alors, on peut dire, si on parle des 20 dernières années en Algérie, c'était une situation de rente, y compris pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans une posture où elles pouvaient très bien apporter et revendre. Cette situation, qu'est-ce qu'elle engendre? Elle peut engendrer naturellement qu'on n'accorde pas assez d'importance à l'élément humain. Donc quand on part de ce paradigme, quand on part de cette idée-là, ça veut dire qu'on va tout simplement, on va penser que les employés sont interchangeables, ce qui est évidemment faux. Parce que chaque employé qu'on va essayer d'intégrer à l'entreprise est une greffe d'organes. On peut l'assimiler à une greffe d'organes. Ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. À chaque fois qu'une personne quitte un groupe, le groupe est déstabilisé. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Et pour revenir à votre première question... Un groupe ou une petite entreprise, absolument, une moyenne ou toute petite. Quel que soit le groupement humain. Quel que soit le groupement humain. Alors, c'est vrai que, comme ça, quantitativement, quand on parle d'un marché, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, mais en même temps, les entreprises souffrent énormément. Les entreprises se plaignent de ne pas trouver la compétence qu'elles veulent. Parce que les métiers ne sont pas construits, parce que la ressource humaine n'est pas préparée, parce que... Et que la formation n'est pas en adéquation avec les besoins économiques des entreprises. Monsieur Olip, c'est la même question. Moi, je vous proposerai une autre façon de voir les choses, parce que, si on parlait de l'offre et de la demande, c'est un peu le cas dans tous les pays du monde. Et moi, je crois qu'en Algérie, la population qui arrive sur le marché n'est pas préparée pour arriver sur le marché. Elle n'est pas préparée pour des entretiens, pour se marketer encore une fois, pour bien se présenter. Heureusement que c'est un peu de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des candidats qui viennent sortir de l'université, qui parlent un anglais parfait, très bon, qui se documentent énormément, qui ont des formations additionnelles et des formations subsidiaires. À distance parfois, ne serait-ce que pour la manière de se faire recruter. Et encore plus, il y a aussi des associations. Aujourd'hui, moi je suis membre d'une association importante, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais Injaz, qui, elle, travaille énormément sur cette population de jeunes, de les préparer à un avenir professionnel, voire pour l'entrepreneuriat. Et ce sont ce genre d'initiatives qui, je pense, qui vont permettre de changer un peu l'image du postulant. Et les interchangeabilités du personnel, toute cette façon de... Moi, je ne suis pas du tout adepte de cette idée, franchement, parce que il y a une énergie folle. Vous voulez dire que ce sont des pratiques qui n'existent pas, ou bien c'est des pratiques que vous réfutez? Parce que je sais bien que vous êtes DRH actuellement, d'accord? On ne parle pas de la structure dans laquelle vous évoluez actuellement, mais de manière générale... Alors, je ne voudrais pas aller sur des pratiques qui sont, disons, ou illégales, ou à côté. Je ne parle pas de ça, parce qu'il y a une réglementation derrière, la loi est très très claire. Par contre, j'aimerais juste souligner un fait, c'est que quand on recrute des personnes, dans la recherche, il y a une énergie importante et beaucoup d'argent qui sont dépensés dans les entretiens, dans les experts qu'on met en place
pour aller retrouver ses compétences. Et ensuite, quand on les... et avant, en amont, nous avons des process très développés dans l'attraction de la ressource humaine. Donc, on met en place beaucoup de process, et ces process-là coûtent de l'argent et du temps. On ne le met pas juste pour aller trouver les personnes, tick the box, et ensuite, quand il ne marche pas, on le change. Vous savez, quand il arrive qu'une personne nous quitte pendant sa période d'essai, de son fait ou du fait de l'entreprise, c'est un échec. C'est une forme d'échec pour Bien la sûr. structure. Oui. Pour le manager. Oui, lorsque l'entreprise a mis tous les efforts, comme vous venez de décrire, des efforts pour faire un plan de recrutement en bonne et due forme. Lorsqu'on parle d'entreprises privées qui sont de moindre taille, on va dire de moindre capacité financière, elles font les choses de manière un peu moins formelle. Et c'est quelque chose qui existe. Et je voudrais que, évidemment, vous décrivez un segment d'entreprise qui fait les choses dans les normes, mais nous sommes dans un tissu d'entreprise qui est hétérogène. Il existe des entreprises qui s'y prennent autrement. Nous avons posé la question, notamment via les réseaux, et beaucoup de gens se plaignent de la précarité de leur poste et de la fragilité de leurs emplois, et notamment en amont, déjà au moment du recrutement. Alors, une autre question pour vous, Monsieur Cherfi. Aujourd'hui, lorsqu'on parle donc de la santé ou du bien-être de l'employé, est-ce qu'il n'est pas en relation aussi avec la désignation des postes de managers? Aujourd'hui, est-ce que dans les entreprises, les managers sont désignés de manière saine, et si ce n'est pas le cas, quel impact cela a-t-il sur le bien-être ou le mal-être des employés? Voilà. Vous posez une question essentielle concernant les relations de travail d'humain à humain, du manager à son collaborateur. Aujourd'hui, effectivement, comment on peut définir la base de toute relation saine entre un manager et son collaborateur, ou ses équipes, ses collaborateurs. Il faut que son collaborateur et ses équipes soient convaincus que leur chef a de la compétence, d'abord. Deux, qu'il a de la légitimité. Deuxièmement. Troisièmement, il faut qu'il ait de la crédibilité. Ces trois critères sont fondamentaux pour construire la qualité de la relation de travail d'humain à humain, comme je le disais tout à l'heure, entre le chef et son subordonné, entre guillemets, quoique je n'aime pas tellement ce terme de subordonné. Oui. Donc vous pensez que c'est un préalable nécessaire pour un travail, pour une entente entre manager et employé? Oui, pourquoi? Parce que sur les trois critères que je viens de citer, j'ai mis en premier la compétence. Et la compétence managériale, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans le CV d'un individu. Plein de diplômes, une expérience professionnelle riche, etc., etc. La compétence d'un manager passe par ses capacités de donner de l'importance à ses collaborateurs. Et cette capacité passe par ses capacités d'écoute. Très, très important, ces capacités d'écoute, ces capacités d'accepter l'autre, ces capacités d'ouverture à l'autre, le comprendre. Qui est-il? Accéder à ce qu'on appelle, dans le domaine de la communication interpersonnelle, on appelle accéder à son cadre de référence, pour mieux le comprendre et pour mieux travailler avec lui. Le connaître d'abord, hein, le connaître d'abord. C'est ça, connaître donc son cadre de référence. Or, quand on discute avec des responsables, on s'aperçoit que ce n'est pas leur premier souci. Connaître l'autre n'est pas leur premier souci. Leur premier souci, il se trouve à quel niveau? Leur premier souci, c'est que l'autre exécute. Point. Il faut que ce soit un bon exécutant. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner, hormis dans une caserne, bien sûr. Ça ne peut pas fonctionner. Même dans une caserne, croyez-moi. Même dans une caserne. Dans une caserne, on dit que
le moral fait la force des armées. Oui. Ben, la même chose, dans les entreprises, le moral fait la force d'une entreprise. Donc on en déduit entre autres que le manager doit être bien choisi. Rapidement, un constat rapide, hein. On ne va pas s'appesantir sur les constats. Chez nous, on ne va pas se mentir, hein, les managers sont souvent recrutés par cooptation. C'est bien comme ça que ça se passe chez nous, en majorité. D'où la légitimité. D'où le problème de... Voilà. Donc quand quelqu'un est coopté, oui. il y a un problème de légitimité qui se pose. Et lorsqu'on parle de bonnes méthodes de gestion de ressources humaines, est-ce qu'en amont, c'est quelque chose qui est respecté, la manière dont les managers sont désignés? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière visible, entendue, connue et reconnue? Laissez-moi juste revenir sur un point. Des fois, on utilise le terme de manager par abus de langage, en fait. Et on confond un peu la personne qui est à la tête de quelque chose et... Celui qui a le pouvoir sur une équipe, voilà, oui. On va dire celui qui gère une équipe, oui. Alors, même ce pouvoir-là, vous savez, vous prenez dans des grandes entreprises publiques, vous risquez de trouver, j'y étais, vous risquez de trouver un manager qui a un pouvoir de sanction, pas de récompense. Et ça fausse en fait l'approche du manager vis-à-vis de son collaborateur. Par ailleurs, pour revenir à ce que j'ai commencé à dire, à savoir que quand on parle d'un manager, si c'est un technicien qu'on met à la tête d'une équipe, nous n'obtenons que ce que nous méritons derrière. Nous obtenons ce que disait M. Cherfi, quelqu'un qui donne des ordres et qui va avoir un résultat en Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas, on a souvent entendu dire un manager, quand il est en début de conflit, en conflit avec quelqu'un, je le remets à la disposition des ressources humaines. Hein, il s'en lave les mains, il n'y est plus dans le coup. Mais c'est pas du tout ça le management. On ne parle pas de la même chose. Mais c'est aussi du ressort des ressources humaines que de permettre aux différents cadres, managers, techniciens, aussi techniciens qu'ils soient, de les sensibiliser sur la manière de gérer leurs équipes. C'est une compétence qui doit être acquise par le biais des ressources humaines. Tout à fait. Et c'est par le biais du coaching, c'est par le biais de formation, c'est par le biais de ce que les Américains appellent change management. En fait, de transformer le technicien, l'homme, en manager de celui qui, d'abord, connaît son équipe, connaît ses individus. Ensuite, c'est lui qui est comptable des résultats de son équipe. C'est pas juste être responsable d'eux. Et donc, on est sur des concepts qui sont un peu différents. Maintenant, je reviendrai juste très rapidement sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, moi tout à l'heure je parlais d'une entreprise multinationale, d'une entreprise, disons, dans une certaine structuration. Et effectivement, si on parle de petites entreprises qui sont soumises qui sont elles-mêmes fragilisées par des conditions économiques très volatiles, difficiles et tout, forcément nous avons derrière une ressource humaine qui est écrasée finalement, qui est en bas de la pyramide. On va dire, j'utiliserai pas ce terme, mais on va dire qui n'est pas à l'aise et qui n'est pas confortable dans ce qu'elle fait. Oui. Si on parle d'une entreprise très importante, type Sonelgaz, Sonatrach, ce sont des entreprises qui ont des structures, qui ont une histoire, qui ont des process et une réglementation, et qui n'agissent pas forcément comme agissent les entreprises multinationales, mais qui ont des résultats qui ne sont pas non plus de mauvais résultats en fait. Oui. Et je suis très content d'entendre M. Cherfi parler aujourd'hui de domaine public où on parle de la rétention des ressources humaines. C'est pas trop ce qui était avant. C'était un peu naturellement, où on pensait que c'était naturel que dans une grande entreprise, la rétention se faisait d'une manière naturelle. Et d'ailleurs, beaucoup plus jeune, j'ai souvent entendu dire que, en fait, c'est un honneur déjà que d'être accepté dans cette entreprise. Donc l'entreprise, quand elle vous accepte, elle vous faisait déjà l'honneur que vous y soyez. Il n'y a plus rien à faire derrière pour vous retenir. Vous y êtes, vous avez tout l'honneur de l'être. Alors il y a ce côté où les entreprises publiques, effectivement, notamment les entreprises qui sont dans des secteurs clés, ont besoin de garder leurs compétences, qu'elles ne quittent pas l'entreprise pour en rejoindre d'autres et qu'elles ne quittent pas le pays aussi, parce qu'il y a aussi une énorme fuite de la matière grise, on le sait, et les fusions ne s'arrêtent pas. Mais il y a aussi le cas contraire où nous sommes dans des configurations non pas d'entreprises mais d'institutions du service public qui sont en surcharge d'employés. Nous le savons, dans une situation de crise financière. L'État a de moins en moins d'argent, mais il y a des effectifs incompressibles.
Aujourd'hui, de quelle manière la gestion de la ressource humaine peut-elle apporter des solutions à ces employés qui sont là, mais qui finalement n'ont pas vraiment de travail et qui vivent, il faut le dire, ils ne se la coulent pas douce, qui vivent aussi un stress énorme pendant leur journée. Absolument. Donc c'est même l'un des facteurs du mal-être au travail, oui. Que ce soit pour celui qui travaille toute la journée ou pour celui qui attend qu'on lui donne du... Qui va au boulot pour ne rien faire. Absolument. Donc les deux situations les uns sont très mécontents du fait qu'il n'y a que nous qui travaillons, les autres ne travaillent pas, et les autres sont évidemment mécontents de ne pas être sollicités, de ne pas avoir du travail, même s'ils ne le disent pas, même s'ils n'en sont pas conscients en fait. Et dont le diplôme et la formation n'est pas valorisé aussi. Absolument. Donc ce qu'on peut imaginer comme solution, c'est d'abord, il y a beaucoup à faire, même en ce qui concerne les administrations. C'est-à-dire, on peut penser à une forme de filialisation, par exemple, créer des filiales, comme on peut le faire dans des entreprises économiques. On peut créer des filiales pour se charger de régler des problèmes sociaux, de régler des problèmes qui concernent la société en général. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de les mettre au travail. En fait, donc on ne peut pas remonter le moral à une personne qui est tout le temps là, sans travail, sans avoir de travail, sans avoir de statut et sans avoir de reconnaissance qui sera un peu le résultat d'un travail fourni et d'un travail reconnu. Oui, oui, en manque de valorisation notamment. Monsieur Cherfi. Tout au début de ma carrière, j'ai reçu 2 jeunes étudiants en psychologie industrielle qui préparaient leur mémoire. Et dans la préparation de leur mémoire, ils avaient donc un questionnaire et ils sont venus me voir pour me poser des questions sur mon métier de, j'allais dire manager. Oui. Tu n'aimes pas le terme, allez. Donc je veux dire de petit chef. On dit... Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Ils m'ont dit ça. Je leur dis, j'ai réfléchi un moment et j'ai dit, le plus difficile pour moi, c'est de faire travailler mes équipes. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous n'avons pas préparé les chefs à donner du travail, suivre ce travail, récompenser le travail. Ensuite, je suis un peu étonné qu'on dise on n'arrive pas, il y a pléthore de monde, on n'arrive pas à les faire travailler. Mais nous sommes un pays qui a besoin de travail, qui a besoin qu'on fasse travailler tout le monde. Mais peut-être ailleurs aussi. Ce sont des administrations notamment ont à un moment donné recruté à bras-le-corps. Oui, aujourd'hui l'État a du mal à les payer. Il a eu du mal à un moment donné à les payer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi dans les pays développés, les managers sont très très bien payés? Parce qu'ils ont un travail très difficile. Oui. Et ce travail très difficile, c'est quoi? C'est faire travailler les autres. C'est faire travailler les autres tout en les motivant. Eux, en les motivant. C'est eux. Je m'excuse, je vous dis une petite phrase sur le rôle du manager. Vous savez, le rôle du manager, c'est de veiller au bien-être de ses équipes. Vous vous rendez compte? Veiller au bien-être de ses équipes. Et nous sommes en plein dans le sujet de cette émission. Donc en gros, si ça se passe mal, c'est à cause des managers. C'est bien ça, hein? On est d'accord. À cause des managers. Il ne faut jamais jeter la pierre sur les gens. Il faut d'abord comprendre les causes, comprendre pourquoi les managers n'ont pas justement les compétences nécessaires ou bien les coups des franches pour pouvoir, comme disait M. Amkaran, pour pouvoir récompenser. Évidemment, ça dépend de quel manager on parle, de quel poste, de quel niveau. Je vous vois, oui, sourciller. Oui, évidemment, il y a différents types, on est d'accord. Mais moi, je voudrais poser une question par rapport à un modèle d'activité. Les banques, par exemple. Les banques sont connues pour leur système de bonus, de notation. Et il arrive parfois que des managers, on va dire des chefs d'agence, des responsables d'agence, subissent eux-mêmes des pressions parce qu'ils n'arrivent pas à gérer une équipe, parce que les employés ont peut-être été recrutés pas aussi
par cooptation, peut-être parce qu'eux-mêmes ne suivent pas leurs responsables, ou en tout cas ne font pas le travail comme il faut, et ils font pression sur le responsable. Aujourd'hui, les systèmes de bonus fait qu'on évite les problèmes. S'il y a un conflit, on veut pas traiter ça parce que de toute façon, ça va entacher le dossier. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans nos banques, dans les banques qui existent en Algérie? Très franchement, vous parlez d'une planète que je ne connais pas. Vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris, que dans des agences, il y a quand même beaucoup de problèmes avec le personnel, oui, et qu'on ne touche pas à ce personnel parce que ça va impacter leur bonus. C'est ça la question? Non, c'est pas ça. Lorsque le problème est posé au manager supérieur, au responsable de l'agence, ce sont des choses qui sont souvent, on va dire, calmées, on va dire, c'est des questions qu'on préfère taire pour éviter que ce soit reporté dans les dossiers. C'est un témoignage de personnes qui travaillent dans des banques ou qui ont travaillé dans des banques, qui nous ont relaté ces situations-là. Allez-y, monsieur Amara. Que ce soit dans les banques ou autres, hein. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a des problèmes propres à la banque, mais en tout cas, quand il y a une pression des indicateurs financiers, oui, quand on veut à tout prix faire du chiffre, oui, et quand ça devient la chose la plus importante pour une entreprise. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pousser, on peut même obtenir de la performance sans avoir du bien-être. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de relation entre le bien-être et la performance de l'entreprise. On peut très bien faire travailler des gens, les pousser au travail, les obliger à travailler pendant le temps qu'ils peuvent supporter, et on réalise quand même des performances. Donc dans toute organisation, on va trouver un organigramme formel et informel. C'est-à-dire que à côté de ce que veut l'entreprise, à côté de ce qu'elle prescrit, on va trouver à côté, bien sûr, une organisation informelle qui est due à la cooptation, qui est due aux affinités qui sont construites à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Donc, et là, si cet organigramme informel travaille contre l'organigramme formel, c'est un problème. Si les deux ont le même objectif parallèlement, c'est très bien, parce qu'aucune organisation ne peut fonctionner justement sans qu'il y ait une organisation informelle. On a besoin de l'informel pour faire avancer les choses très rapidement. On a besoin de l'informel pour construire justement la confiance dont parlait M. Cherfi. Donc l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que les structures de RH, elles doivent considérer cet aspect-là, elles doivent l'intégrer, vous voulez dire? Absolument. Le problème de la RH, après plusieurs années, disons, le problème de la RH, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur l'outil que sur l'humain. Et on ne s'interroge pas sur l'effet que l'outil a sur l'humain. Oui, oui. Donc les RH sont de très bons spécialistes des outils, méthodes, outils, ils savent organiser les choses. De manière mécanique, vous voulez dire? Absolument, de manière mécanique, mais on s'interroge malheureusement très peu. Le RH aujourd'hui est très peu spécialiste du social et très peu spécialiste de l'humain en lui-même. L'impact des motivations financières sur le bien-être ou le mal-être, votre point de vue sur la question? Alors, on pourrait penser qu'effectivement, c'est la rémunération qui pousse les gens qui peut être le motivateur, finalement. Voilà, oui, qui pousse les gens à vouloir rester, à avoir envie de rester. Ce n'est pas aussi évident que ça. Très souvent, et de plus en plus d'ailleurs, les gens recherchent de la considération. Ils recherchent qu'on les regarde comme des êtres humains. Je m'excuse de répéter souvent ce terme humain. Qu'on ne les considère pas comme des machines. Qu'on les considère comme des personnes dotées d'intelligence. Ça, c'est très, très important. Je crois que pour beaucoup de personnes, le personnel, l'agent, les collaborateurs sont autre chose que de l'intelligence. Or, qu'on le veuille ou pas, un être humain, c'est d'abord de l'intelligence. Quand je recrute un cadre, je ne recrute ni sa taille, ni la couleur de ses yeux,
ni sa région. Oui, souvent la région est, voilà. est un élément déterminant pour le recrutement. Malheureusement. Oui. Je recrute quoi? Je recrute son cerveau. C'est ce qui devrait être fait, on est d'accord. Quelle est la matière la plus chère sur la planète? C'est la matière grise. Oui. Il faut qu'on le comprenne. Il faut que quand un responsable prend la décision de recruter quelqu'un, il faut qu'il se dise, je vais recruter un cerveau. Et du coup, il n'y a plus de différenciation, c'est-à-dire que tout le monde sera traité à peu près sur le même pied d'égalité finalement. Très bien. Et qui c'est qui doit avoir cette obligation, entre guillemets, de traiter les gens sur le même pied d'égalité? C'est les décideurs. C'est les décideurs parce que les décideurs doivent donner l'exemple. Il faut donc, au moment du recrutement, vous parlez d'intelligence, chacun a son intelligence et il a sa façon d'apporter un plus à l'activité et à l'entreprise. Finalement, on revient encore au recrutement, c'est-à-dire qu'au moment du recrutement, il est question de profiler, il est question de connaître exactement tel profil, voici son apport et en quoi il peut apporter des choses pour qu'il n'y ait pas de déperdition finalement. D'abord, on parle de compétences. On parle de descriptif de poste, on parle de mission, on parle... Et bien sûr, on recherche un profil particulier. Et dans ce profil, je dois dire que je parle d'entreprises qui sont structurées, d'entreprises qui sont respectueuses de la loi, parce que effectivement, M. Cherfi, il y a la loi qui va vous interdire d'aller recruter sur la base de la, je ne sais pas, de l'appartenance régionale ou autre chose. Il y a quand même un... Alors je parle d'entreprises qui sont... On va élaguer tout ça. Ce sont des entreprises qui sont très respectueuses de ces règles-là. Après, le profiling, oui. Dans le profiling, M. Amkouran disait que les ressources humaines étaient des experts des outils. Pour faire du profiling, on utilise des outils. Mais cela, travailler sur des outils n'est pas contradictoire, c'est pas antinomique par rapport au fait de dire je me rapproche de l'humain et je connais l'humain, je rencontre cet humain, on le rencontre en face à face, on le rencontre dans plusieurs conditions, y compris au téléphone, y compris sur des visioconférences, bien sûr. Et donc, mais il y a effectivement un profiling. En fait, nous avons des postes à pourvoir, nous avons des compétences à garantir, nous avons outillé notre façon de faire pour que nous puissions être très concurrentiels sur le marché et qu'on puisse prendre les meilleurs. C'est comme ça que ça marche. Et ensuite, à l'intérieur de tout ça, les salaires sont un élément de cette attraction. Ça n'est pas le salaire. D'ailleurs, de moins en moins le salaire lui-même. Il y a un packaging et dans lequel il y a plein d'éléments salariaux. Mais il n'y a pas que ça. Donc moi, quand je parle avec ces personnes, je leur parle aussi de leur carrière. Je leur parle aussi de ce qu'ils peuvent avoir comme avenir chez moi, dans mon entreprise, quelle que soit l'entreprise où j'ai été, y compris dans les banques. Je voudrais juste récupérer un peu votre question de tout à l'heure pour dire... par rapport à ces personnes qui sont, on va dire... Au conflit étouffé ou conflit réglé ouvertement. Voilà. Les conflits, forcément, il arrive quand on essaie de régler les choses à l'amiable. Mais n'oubliez pas une chose, particulièrement dans les banques, nous avons un indicateur très, très particulier, qui est... en dehors du client, qui est la conformité réglementaire. Si l'erreur que nous commettons, quel que soit où nous soyons, si cette erreur-là peut être endommager une quelconque conformité réglementaire, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, c'est du pénal, ça n'est pas possible d'aller camoufler. C'est pas possible. Mais après, effectivement, quand il y a des pressions, M. Amkouran a raison. Ce sont des pressions qui sont certaines fois... à l'intérieur de l'entreprise. Oui, comme toutes les entreprises, mais particulièrement dans des domaines où c'est financier, où il y a des règles particulières. Oui, il arrive souvent qu'on ait ce genre de conflit, qu'on essaie de régler effectivement plus ou moins d'une manière légère. Mais
en faisant très attention à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand l'erreur est importante, ça ne peut pas possible. Voilà. Notamment, surtout que lorsqu'il y a des situations de conflit qui ne sont pas réglées de la meilleure façon, ça démotive. Alors la motivation, elle est très difficile. C'est peut-être l'un des éléments les plus variables, les plus sensibles dans la vie d'un employé, d'un employeur aussi. À quel point on peut maintenir aujourd'hui les travailleurs en état de motivation continue. Il y a, comme vous le disiez, des méthodes techniques, mais peut-être qu'il y a des méthodes moins techniques. Votre point de vue, M. Abqran? Alors, d'abord, pour revenir au conflit, je voudrais faire juste une petite remarque, c'est que je suis impressionné quand je passe par les entreprises du nombre de conflits non gérés qui se manifestent de la manière suivante, c'est-à-dire on me dit telle personne ne parle pas à telle personne. Tel service ne parle... Ils sont même capables de travailler dans le même bureau et de ne pas se causer. Absolument, et l'entreprise s'accommode de ça, alors que c'est une responsabilité de l'entreprise que de régler les conflits. Donc comment on fait? On va créer un intermédiaire, Flan, qui va se charger, c'est toi qui vas parler à tel service et qui va emmener le courrier, et ça c'est inadmissible pour l'entreprise algérienne. Donc je suis toujours... Souvent, parfois, les gens se retrouvent à faire 2-3 boulots plutôt qu'un seul, justement à cause de ces situations de conflit qui sont étouffées. Absolument. Et donc le lien avec la motivation, bien sûr qu'il y a un lien très fort avec la motivation. Maintenir la motivation tout le temps, c'est pas possible. Donc quand on veut la motivation, il faut accepter la démotivation et accueillir la démotivation. Quand on a des travailleurs qui sont engagés, on a entendu le mot engagement tout à l'heure, donc quand les travailleurs sont engagés, quand il y a une relation de confiance, ça veut dire que dans les moments où cet employé, ce collaborateur n'est pas motivé, eh ben, il faut accueillir cette démotivation pour avoir par la suite de la motivation. Vous savez, un être humain, c'est comme un écran. Quand on double-clique sur quelque chose, ça s'agrandit. Donc, lorsqu'à un certain moment, une personne est démotivée et que je vais double-cliquer sur cette démotivation, eh ben, je vais faire agrandir cette démotivation et je vais rappeler à ce collaborateur qu'il est démotivé, et je vais lui reprocher d'être démotivé alors que je suis censé l'aider pour sortir de cette démotivation. Cette passe. Oui. Voilà. Oui. Monsieur Ammar Cherfi. Bien. Alors, c'est la problématique de la motivation au travail. On croit que c'est un problème complexe, alors que les solutions sont très simples. Les solutions sont très simples parce que un être humain peut être motivé par des choses incroyablement simples. Un être humain peut être motivé parce qu'on lui sourit. Je vous souris. Je vous souris, je vous souris, vous serez à l'aise. Oui, c'est vrai. Le sourire a beaucoup de... Contagieux. Oui, oui, oui. Oui. Pourquoi? Parce que le sourire est un rapport d'égalité. Quand un chef sourit à son collaborateur, il se met en situation d'égalité. C'est extraordinaire. Dans la tête du petit, entre guillemets. Oui. Le laps d'une seconde, il se croit être aussi au même niveau que son chef. Au même niveau que son chef. Et ça crée quelque chose. Et ça crée une motivation. Nous sommes en déficit de sourire, malheureusement. Entre collègues, oui, entre collègues de travail, oui. Entre collègues de travail, nous sommes en déficit. En déficit de confiance aussi. On parlait de conflits. Moi, je pense que c'est un point important parce que les conflits sont aujourd'hui malheureusement en vogue, les conflits sociaux notamment. On le voit dans le domaine médical, de la santé, dans le domaine de l'éducation. Tous ces conflits, Ammar Cherfi, c'est sûrement une petite graine qui a grossi. Évidemment, selon les secteurs, ce sont des conflits qui ont des natures différentes, mais il y a sûrement un dénominateur commun, selon vous. Quel est votre point de vue sur ça? Le dénominateur commun, c'est le déficit en communication. Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est écouter d'abord. Pour beaucoup de nos responsables, écouter veut dire perdre du temps. Or, plus on donne du temps,
plus on en gagne. Oui, mais souvent on écoute des problèmes. Les travailleurs, les employés sont souvent là pour se plaindre. Ils se plaignent parce que ça fonctionne mal, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont mal payés. Et lorsque le responsable n'a pas de solution, du coup, il évite d'écouter. C'est un petit peu ça Monsieur ce qui se Cherfi a passe. entièrement raison. Enfin, du coup, moi, je partage énormément ce qu'il dit. En fait, aujourd'hui, il y a une pression sociale, il y a une pression économique, il y a une pression de l'environnement. Ça génère un stress plus important, ça génère une accélération dans nos rythmes de travail. On a de moins en moins l'occasion de se mettre en face et de s'écouter, de se parler. On travaille en silo. Chacun dans son département, et les départements ne communiquent pas ensemble. Et quand il y a un déficit au niveau de l'entreprise ou quelque part une forme d'acceptation de la situation, forcément ça s'envenime et on se retrouve avec des conflits, des situations où les uns parlent, les autres n'écoutent pas, etc. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Oui, si c'est à ce moment-là, il n'y a pas l'intentionnalité au niveau de l'entreprise, pas juste l'envie, mais vraiment mettre en place les outils qu'il faut et les moyens qu'il faut et se reprendre. Et quand je dis l'entreprise, ça n'est pas l'apanage des ressources humaines seules, c'est aussi du niveau le plus élevé du management jusqu'au plus bas, où les gens récupèrent, ils s'approprient l'intention de vouloir changer les choses. Et après, bien sûr, il y a des accompagnements. Certaines entreprises se font accompagner par des cabinets externes, par des formateurs, par des gens qui viennent leur dire, avec un regard externe, comment on doit faire les choses et comment on doit mettre les choses à plat sur la table. Mais ça commence par là. Mais tant qu'effectivement, M. Amkran disait tout à l'heure qu'il y avait quelque part une forme de non-gestion en fait de ces indicateurs de futurs conflits, quand ils y sont et qu'on ne fait rien, oui. À ce moment-là, on se retrouve avec ce que vous dites là. Ce sont des conflits, et des conflits qui arrivent à l'extérieur, qui arrivent à la justice ou autre. Oui, qui grossissent tellement. Un dernier aspect, puisqu'on arrive pratiquement au terme de cette émission, l'aspect de justice. Est-ce qu'il est possible aussi. Encore une fois, on parle de gestion de ressources humaines, donc on remet ça aussi encore sur le dos de cette structure de l'entreprise ou de l'administration. Est-ce qu'il est possible de rétablir la justice? Parce que souvent aussi, les travailleurs se plaignent de l'injustice à différents plans. Je pense que la question, vous l'avez comprise, Monsieur Amkran. Oui, non seulement il est possible, mais il est indispensable. On ne peut pas se passer de justice dans l'entreprise. On ne peut pas dire à un employé supporte la justice. On trouve certains cas où l'employé préfère démissionner, même s'il n'a pas de revenus, plutôt que de supporter l'injustice. Donc oui, absolument, l'entreprise a oublié, le management et l'entreprise ont oublié la justice à un certain moment. La vision néolibéraliste du management, de l'économie, une vision un peu trop américaine, excusez-moi, pour le management à l'américaine, tel que le répète par exemple le professeur Omar Aktouf, fait que finalement la justice ce n'est pas une préoccupation. Parce que c'est simple, lorsque la première préoccupation c'est de gagner de l'argent, lorsque le premier responsable de l'entreprise est obligé de faire de la croissance parce que derrière il y a des actionnaires, des enjeux et des actionnaires surtout qui sont là à attendre leurs dividendes. Dans ce genre de situation, eh bien lui-même est obligé de faire pression, lui-même est obligé d'oublier l'humain pour se consacrer aux indicateurs. Oui. Ammar Cherfi. Bon, mon ami Amkran a cité un grand monsieur, en l'occurrence M. Omar Aktouf. Un jour, je l'ai écouté intervenir et il a dit une phrase que j'ai notée immédiatement. Il a dit « Manager, c'est ménager. Et ménager, c'est prendre soin. » Prendre soin de qui? Prendre soin de quoi? Un manager doit prendre soin, effectivement, des ressources humaines qui sont mises à sa disposition par l'organisation, par son entreprise. Mais il n'y a pas que ça. Le manager doit prendre également soin des finances, des moyens, des équipements, tout cet aspect-là. Et
entre autres, s'il doit prendre soin de sa ressource humaine, il doit surveiller, comme du lait sur le feu, leur sentiment de victime de Hugara. C'est un terme porteur de conflit, porteur de démotivation, porteur de démission. La Hugara. Souvent, ils ne peuvent même pas démissionner. Hein, les situations. Pas au sens démission, je dépose ma démission administrative. Ah, vous voulez dire oui. La démotivation. Oui. Nefchel. Lâcher prise, donc. Je lâche prise. Nefchel. La Hugara, ça, c'est un phénomène, j'allais dire, national, malheureusement. En quoi est-il dû, selon vous? À quoi c'est dû? Assez rapidement, puisqu'il nous reste encore très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Oui, si c'est possible. À quoi est due la Hugara? Oh, j'aimerais vous donner une réponse qui va me satisfaire, moi d'abord, et vous aussi. Oui. Ça doit remonter loin. Ça doit remonter loin dans notre histoire, dans l'histoire de notre pays. Vous voulez dire que c'est une fatalité dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos administrations? La Hugara est omniprésente dans les relations entre humains, travailleurs. Il ne faut jamais généraliser. Non. Et il y a des entreprises qui sont heureuses. Oui. J'allais dire, où les travailleurs sont heureux. Mais, dans la majorité des cas, nous ne savons pas nous y prendre avec nos collaborateurs. Tout simplement par inconscience quelquefois. Je vous assure. Tout à fait. Les gens quelquefois ne savent pas que dire merci à son collaborateur, c'est un moyen extraordinaire de le motiver. Un dernier mot avant de clore le débat sur l'injustice ou la capacité ou la possibilité d'asseoir une justice entre les collaborateurs. Moi, je vous dirais tout simplement que on ne peut pas survivre dans une entreprise avec une injustice, et c'est impossible. On ne peut pas juste fermer les yeux. Un jour ou l'autre, on le paiera. Une entreprise qui perdrait sa justice ou qui ne travaillerait pas d'une manière juste, l'équilibre entre les personnes, la rémunération ou la récompense, la reconnaissance des personnes et des compétences qui sont chez elles, ils partiront. Vous savez, moi, pour juste résumer ce que je considère... Ou ils resteront et ne feront rien, ou travailleront moins bien. Alors moi, je parle des compétences. Quand vous avez des compétences qui partent, vous vous rendez compte tout de suite de ce que vous avez, et quand vos compétences partent, vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Et vous êtes en train de couler votre entreprise, qu'elle soit petite entreprise privée ou grosse entreprise, c'est la même chose. On est sur le principe de la comptabilité, on est comptable de plus en plus. Et je vous dis, la personne qui est motivée, c'est la personne qui se projette dans une continuité dans cette entreprise. C'est une personne qui, il sait qu'il est sur une machine, sa question est comment je vais faire fonctionner la machine différemment demain. Et l'autre, celui qui est démotivé, c'est la personne qui va se dire comment je vais faire arrêter cette machine parce que je ne peux pas continuer, et il va dans la rupture et non plus dans la continuité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir éclairé un petit peu plus. Évidemment, le sujet est très vaste et l'on pourrait y revenir plus tard, plus en détail, peut-être sur certains aspects. En tout cas, nous avons pu balayer l'ensemble des méthodes, comment faire et comment aussi sont vécues les relations entre employés et travailleurs. Je rappelle que pour ce thème qui portait sur la gestion des ressources humaines, nous avions avec nous M. Abdelrahim Oulepsir, directeur des ressources humaines à la banque ABC. Nous avions M. Ammar Cherfi, formateur en management en ressources humaines, et M. Mohamed Bachir Al-Moukran, formateur également en ressources humaines. On vous souhaite de garder le sourire entre collaborateurs et d'y croire, d'être motivé et de trouver le courage là où il se trouve. Merci de nous avoir suivis au bout de cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle thématique, et pour ceux qui souhaiteraient revoir la rediffusion sur notre chaîne de 11h à midi samedi matin. Et sinon, le replay, le lien YouTube à partir de samedi sur notre page Facebook. Très bonne soirée à tous.